Bonjour. Rendez-vous donc sur cette troisième Capri TV de la matinée, donc de ce jeudi 25 novembre. Donc troisième Capri TV autour duquel on va échanger sur une thématique baptisée reprendre, c'est aussi entreprendre. Donc on va parler transmission, on va parler installation et puis bien sûr pour les uns et pour les autres de parcours. Donc pour cette table ronde, on accueille donc Gilles et Catherine Amiot qui cédent votre exploitation actuellement avec une installation prochaine de deux personnes sur la structure. Donc Anaëlle Soulard, donc jeune agricultrice qui s'est installée, vous allez nous dire quand, mais il n'y a pas très longtemps, je crois. Et donc Éric Ferré, qui est en charge du pôle transmission à la Chambre d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de prendre du temps pour l'échange, pour que vous fassiez part un petit peu de vos parcours et que de ce contenu que vous allez nous livrer, les futurs installés ou les futurs cédants puissent tirer un certain nombre d'éléments qui leur permettent de les accompagner dans leur parcours. Donc peut-être Anaëlle, on va commencer par vous si vous voulez bien. Je vais juste vous demander de vous présenter, de nous présenter un petit peu votre exploitation dans un premier temps et puis justement peut-être focus sur ce parcours qui vous a amené à cette installation. Donc Anaëlle Soulard, installée depuis 2019 au sein de l'exploitation familiale, donc avec mes parents et mon frère. Donc il y avait déjà sur place un troupeau caprin, avec un troupeau également de vaches allaitantes, et sur une superficie de 95 hectares. Donc à mon installation, nous en avons repris 40. C'est ce qui a déclenché l'installation d'ailleurs. Et puis, création d'un atelier de transformation. D'accord. Le troupeau caprin, combien d'animaux? On en avait 300, on a augmenté légèrement avec la transformation, on en a une 50 en plus, donc 350 aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, donc, on a choisi de se diversifier avec la transformation en proposant une gamme assez large qui passe par fromage frais, affiné, tome, yaourt et glace. D'accord. On vend en circuit court. Pardon, vous êtes installé où? À la Tardière, en Vendée. En Vendée, d'accord. D'accord. Alors, votre parcours, donc aujourd'hui, donc vous êtes au sein du GAEC familial. Oui. Quel a été votre cursus scolaire, mais bon, on va y passer vite fait, mais plutôt peut-être professionnel avant de vous installer? Oui. Alors, cursus scolaire agricole. Et ma dernière année donc en apprentissage à la Chambre d'agriculture de la Vienne avec une conseillère caprin. Je suis partie ensuite 2 mois à l'étranger, au Québec, dans un élevage caprin. Et au retour, donc j'avais un poste à la Chambre d'agriculture de Des-Sèvres en tant que conseillère transmission. D'accord. Donc ça a été une bonne expérience pour suivre notamment d'autres projets de transformation, une ouverture d'esprit et puis des projets justement avec des ateliers de transformation que j'affectais particulièrement. Et ensuite, suite à ces 2 années, j'ai eu la proposition de reprise de terre qui se faisait pour 2019. Donc j'avais une année devant moi, donc j'en ai profité pour partir à l'étranger à nouveau. Donc 8 mois en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc gros troupeau laitier, très peu de transformation et justement une difficulté de ces exploitations-là à s'en sortir financièrement. Enfin, en Nouvelle-Zélande, il y avait la crise de vaches laitières. Donc, ce qui m'a encore plus conforté dans le fait de choisir ce projet de transformation pour maîtriser du début jusqu'à la fin le cursus. D'accord. Il y avait une affinité déjà de longue date, enfin quelque chose voilà, qui vous est propre quoi, à la transformation. Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes installé sur l'exploitation familiale. Votre père, votre frère, votre mère peut-être étaient déjà associés tous les 3? Oui. D'accord. Comment ça se prépare en fait vous avez dit j'ai eu un an où je suis partie à l'étranger. Est-ce que cette année déjà on commence à préparer? Est-ce que quand on s'installe sur une ferme familiale, on arrive et on prend ce qu'il y a? Ou est-ce qu'on a un projet qu'on arrive à développer? Et si oui, comment?
Alors, même si c'est en famille, eh ben, c'est pas pour autant évident. Donc, on arrive avec son idée. Donc, c'était plus la transformation. C'était pas forcément partagé par tout le monde. Donc, il faut prouver que c'est possible. Donc, par une étude de marché, en allant voir d'autres exploitations. Et puis en plus, il faut se lancer, mais il y a quand même l'enjeu financier. Un labo, c'est quand même coûteux. Donc il y a cette pression-là. Et puis après, on démarre les travaux. Enfin, quand tout le monde est partant, on démarre les travaux. Et c'est des périodes quand même chargées, intenses, où il faut communiquer beaucoup, 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 parce que les tensions dans ces moments-là peuvent vite arriver. D'accord. Voilà. Comment, enfin, vous dites c'était pas forcément partagé. Quelles étaient les réticences et alors vous avez parlé d'études de marché, mais en gros, c'est quoi qui permet d'avoir le déclic? Et puis surtout, est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce que ça se fait avec des structures accompagnantes? Enfin, comment vous avez géré ça? Par mon parcours à l'installation aidée, on m'avait conseillé une étude de marché que j'ai fait via la Chambre d'agriculture. C'est quoi une étude de marché pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait en fait en gros? Alors j'avais un questionnaire que j'ai publié en ligne donc sur les réseaux sociaux où je demandais aux particuliers quels produits les intéressaient, enfin, est-ce qu'ils connaissaient bien les produits de chèvre, les produits laitiers, quels sont ceux qui les intéressaient, les prix, est-ce qu'ils étaient prêts à venir à la ferme, parce que ça c'était l'interrogation aussi, est-ce qu'on arrivera à faire venir les gens à la ferme? S'intéresser au débouché, quoi. Ouais. Voilà. Et puis les professionnels aussi, restaurants, autres épiceries, quel intérêt ils portaient à ces produits-là. Donc quand vous avez développé le projet, ou l'idée en tout cas avant que ça devienne projet avec vos associés, vous aviez déjà une idée de qui allait acheter vos produits par ce travail? Oui, j'avais une cible, une zone et des cibles, mais après il fallait que ça se concrétise, quoi. Bien sûr, ça c'est de nature à sécuriser, à donner confiance en fait aux gens qui étaient un peu plus réticents peut-être dans l'exploitation. Oui, voilà, ouais, ça a permis de voir qu'on avait des retours et puis de nous guider pour mieux s'orienter sur quel marché mettre en place, quoi. D'accord. Donc votre père, votre frère, votre mère était plutôt partante, hein, je crois, c'était oui, plutôt... elle faisait déjà un peu de transformation. Fromage, donc oui, voilà, elle était à 100% avec moi. Ouais. Vous avez visité d'autres élevages? Vous avez... Oui, effectivement, j'ai visité d'autres élevages. J'avais mes beaux-parents aussi qui avaient un local de transformation, donc ils m'ont aussi guidée pour tout ce qui est plan et puis conception des recettes. D'accord. Donc entre le moment où vous avez eu connaissance de la libération de ces hectares qui allaient pouvoir être le support de votre installation et l'installation concrètement, donc 2019, vous êtes parti à l'étranger, d'accord, vous avez pris de l'expérience, mais qu'est-ce qui s'est passé administrativement? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de réflexion? Est-ce que vous avez été accompagné? Voilà, quel a été le parcours? L'étude de faisabilité, j'ai été accompagnée pour ça via le parcours à l'installation. Oui. Donc c'est ce qui a demandé peut-être le plus d'énergie et de savoir si on manque peut-être un peu de référence et du coup savoir si on visait juste ou pas. Et tout le parcours à l'installation traditionnelle avec les organismes qu'on connaît, chambres, centres de gestion, des DTM, services vétérinaires aussi pour tout ce qui est sanitaire. D'accord. Vous avez évoqué la nécessité d'échanger, de beaucoup parler au sein de la famille, là pour le coup, qui devenaient vos associés. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez senti comme difficulté et qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir en fait à tenir des relations stables et de confiance? Se coordonner, donc ce qu'on a mis en place, c'est maintenant tous les lundis en début d'après-midi, on se réunit, on prend les décisions importantes à ce moment-là et puis on organise notre semaine. D'accord. Et ça, c'est essentiel pour vous, en fait. Ouais, effectivement. D'avoir cet échange avec tous les associés. Donc vous êtes installés, vos parents sont toujours sur la ferme, vos parents et votre frère? Oui. D'accord. Et vous avez des salariés également, je crois. Voilà, donc deux sœurs suite à la construction de la fromagerie et deux sœurs qui
une qui était déjà apprentie, qui est passée salariée, et une autre qui a fait une reconversion professionnelle et qui est maintenant salariée sur l'exploitation. Et elles travaillent toutes les deux sur la fromagerie? Donc Adèle, qui était apprentie, elle est polyvalente. Hein, qu'elle soit bovin ou matériel, voilà, elle s'occupe de tout, mais notamment de la fromagerie. Maintenant, elle a pris la responsabilité de la fabrication des fromages. D'accord. Et Alice, elle, est totalement sur la fromagerie. D'accord. Donc vous parlez de difficultés parfois dans l'échange hein, quand on s'installe et quand on devient donc employeur finalement de ses sœurs. Qu'est-ce que ça impose pour que ça matche et que ça fonctionne durablement? Bah oui, c'est difficile parce que avoir une grande sœur qui devient une salariée, ça change aussi les relations. Hein. Faut trouver sa place. Alors au début, c'est pas facile. Donc à nouveau, il faut échanger et puis trouver le bon équilibre, le juste milieu, faire des concessions et voilà, ne pas être convaincu de que ce qu'on dit, écouter dans la bienveillance. Ouais, voilà. D'accord. Et puis avoir le soutien aussi des compagnons, c'est important aussi. Des conjoints, voilà. C'est important aussi, j'imagine, lorsqu'on s'engage dans l'installation d'une manière générale, quoi. Oui, voilà, il faut que le projet soit partagé, sinon c'est compliqué. Ouais. D'accord, donc la communication vraiment essentielle à tout point de vue, quoi. Voilà. Eric, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur l'accompagnement d'un jeune dans son parcours à l'installation? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui pour toi est indispensable? Alors pour l'installation, mais peut-être aussi pour la transmission, ce qui nous fera la transition pour aller voir Gilles et Catherine et leur projet. Bon, quand on regarde un petit peu le parcours d'Anaëlle, on pointe du doigt un certain nombre d'éléments, on va dire repères, qui font que à partir du moment où on s'engage, où on souhaite entreprendre, la question de l'économique est quand même, on va dire, primordiale, puisque ça permet de donner, on va dire, une sécurité, on va dire des repères financiers, enfin un certain nombre d'éléments qui font que le projet semble possible. Mais après, sur un projet comme ça, qui met vraiment en évidence que si on n'en parle pas, si on n'arrive pas à le faire partager en proximité avec les personnes avec qui on va travailler, avec les personnes avec qui on vit, avec tout l'environnement de l'exploitation, eh bien on peut se retrouver sur parfois des situations un petit peu plus compliquées, quoi, et qui, en termes de, on va dire, résilience, peuvent parfois poser problème. Alors peut-être pas au moment de l'installation, mais 2, 3 ans, 4 ans. Des points de fragilité qui peuvent s'exprimer à terme. Voilà, et on le sent bien aujourd'hui, on est quand même quelque part sur une agriculture qui va vite, qui bouge, qui doit en permanence s'adapter. Et la capacité à s'adapter, elle n'est pas dans les chiffres, quoi. La capacité à s'adapter, elle est dans les hommes et les femmes. Et donc, automatiquement, c'est parce qu'il va y avoir ces éléments de bienveillance, ces éléments de partage, ces éléments d'écoute, qu'on va avoir des situations où la réactivité elle va être au rendez-vous et elle va permettre ce genre, on va dire, d'évolution. Partir sur un système, même si on fait des études économiques quand on s'installe, où on projette les choses sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis sûr que le projet d'Anaëlle, il a déjà évolué par rapport à ce qu'elle avait mis sur son papier. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir embarquer aussi tout le monde et travailler sur la convergence des objectifs. D'accord, donc la communication pour fédérer. L'anticipation aussi peut-être au sein du projet d'Anaëlle. On voit qu'elle est partie 1 an, etc. C'est quelque chose qui a germé en fait de longue date. Et peut-être en deux temps, et rapidement, pour donner la parole ensuite à Catherine et Gilles, quels sont les outils que la profession agricole met à disposition des jeunes agriculteurs? Alors, je vais parvenir sur les outils dont on parle, enfin les études économiques, oui, les études de marché, mais les outils qui sont aujourd'hui en place, eh bien c'est on peut parler du parrainage, on peut parler des moments où à la rigueur il va y avoir du transfert de savoir entre ceux qui vont partir, ceux qui vont arriver, entre ceux avec qui on va travailler. Et ça, c'est travailler sur ces relations humaines qu'on peut qui peuvent nous permettre d'anticiper et d'éviter de rencontrer des problèmes liés à du non-dit. Ça, c'est aujourd'hui des choses qu'il faut mettre en place. Alors, c'est un peu moins imposé
par, on va dire, le système et l'environnement de l'exploitation, puisque bon, pour travailler sur ces sujets-là, on le sent bien, c'est quelque chose qu'il faut, il faut se l'imposer à soi. Hein, et c'est tellement facile de le contourner que parfois, c'est peut-être quelque chose qu'on écarte. On est dans de la relation humaine, donc ça demande du temps et puis de l'implication. Oui. Et de l'implication. On ne peut pas le faire à moitié, ce genre de choses. Donc, mais les outils sont en place, quoi. Si on a des gens et des personnes qui acceptent le deal, il n'y a aucun problème. On peut trouver dans les structures d'accompagnement les outils et les processus qui permettent d'atteindre cet objectif. D'accord, donc il ne faut pas oublier cet aspect-là, l'aspect relationnel et l'aspect du coup construction dans le temps du projet. Donc Gilles et Catherine, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter un petit peu votre exploitation et puis le contexte dans lequel vous avez entrepris cette transmission de cet outil qui, je crois, est transmis en fin d'année. Donc vous allez nous en dire plus, comment et à qui. Bonjour, donc Catherine et Gilles Amiot. Donc nous sommes installés sur la commune de Chais, donc sud de Sèvres, avec un troupeau de 340 chèvres depuis 35 ans maintenant. D'accord. Donc notre système, c'est un système basé sur l'herbe essentiellement, donc pâturage et affouragement en verre. Nous avons évolué pas mal sur les 35 ans en passant de 240 chèvres à 320 là. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on est à 320. Vous êtes livreur? Pardon? Vous êtes livreur? Alors nous livrons, nous avons livré longtemps à Terra Lacta. Et puis il y a une douzaine d'années, la fromagerie des Gors de Mel nous a proposé de nous acheter notre lait. Parce qu'elle cherchait un producteur pour la fourniture de son lait. Donc nous avons quelques années eu un contrat mixte fromagerie des Gors et Terra Lacta. Et depuis la fin de l'année dernière, on livre uniquement à la fromagerie. D'accord. Voilà. Qui était très intéressée par notre système basé sur l'herbe. Bien sûr. Voilà, aliments non OGM, etc. Voilà. Donc 35 années de parcours tous les deux, donc de production. Voilà. Et puis se passe ce qui doit se passer, c'est qu'on approche de la retraite, donc il faut penser à la transmission de l'outil. Oui. Qui n'est pas qu'une transmission d'outils, me disiez-vous. Donc dites-nous en un petit peu plus sur cette transmission, ce qu'elle représente pour vous et comment vous vous êtes organisé pour essayer de trouver les candidats. Alors déjà, la transmission, même si ce n'était pas quelque chose de concret encore, je crois que c'est quand même quelque chose à laquelle on avait pensé depuis longtemps, je pense, en se disant qu'il fallait construire un outil qui soit reprenable. Donc à la fois le faire évoluer pour nous faire plaisir, pour que les conditions de travail soient les meilleures possibles pour nous, donc notamment en embauchant des salariés, mais aussi en entretenant le site, en entretenant le matériel. Et donc, je pense que c'est quelque chose auquel on pense depuis longtemps. D'accord. Quand vous dites reprenable, vous pouvez caractériser ce que c'est qu'un outil reprenable pour vous? Un outil reprenable, alors moi je dirais que c'est un outil qui puisse, sur lequel des futurs éleveurs puissent travailler et dans des conditions satisfaisances. Voilà. De travail et de rémunération et de revenus, quoi. De travailler dans des bonnes conditions, dans un bon environnement. Et avec un confort financier suffisant. D'accord, donc une reprise de capitaux aussi peut-être à la mesure de la rentabilité de l'outil. C'est ça. D'accord, donc ça vous y travaillez depuis, vous dites déjà un certain nombre d'années. Alors c'est difficile de travailler, c'est beaucoup dire, mais c'était dans l'esprit. C'était dans votre tête, quoi. Voilà, tout à fait. C'était sous-jacent. Voilà. Et tu veux parler de la suite? On partage tout. Donc en fait, la première démarche a été de la part de la Chambre d'agriculture et Christophe Aubin qui est intervenu chez nous, je dirais il y a presque, il y a 7-8 ans. D'accord. Pour faire un petit peu le point de ce qu'il y avait sur la structure, au niveau bâtiment, cheptel, le foncier. Un diagnostic. Voilà, juste un diagnostic. Et il a commencé à nous interroger justement par rapport à l'avenir et à comment envoyer les choses. Voilà, est-ce qu'on serait prêt à partir de l'exploitation? Donc là, ça c'était dur d'imaginer qu'on allait quitter la maison
dans lequel on avait tout fait depuis 35 ans, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un élément aussi pas anodin quand même. Et puis on l'a revu il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans, juste avant de faire la formation sur la transmission, justement. D'accord. Qu'on a faite donc en début 2018. D'accord. Juste pour revenir, il y a 7 ans, Christophe, il est venu, il est revenu il y a 5 ans. Quel est l'élément déclencheur et est-ce que c'est de votre fait ou est-ce que c'est une prospection de la Chambre d'agriculture sur les potentiels cédants? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, c'est le plan Caprin, en fait. Hein. C'est l'interprofession qui avait mis ça en place et donc qui visitait les agriculteurs. De plus de 50 ans? Voilà, quand j'ai eu 55 ans, on l'a vu pour la première fois. D'accord. Première rencontre avec interrogation et sachant que nous, on était effectivement dans une prospective de vouloir transmettre l'exploitation. Après, quand on a commencé à aborder les conditions de cette transmission, il y avait des choses intéressantes. Hein. Nous, il y a 50 hectares, donc ce n'est pas une très grosse structure, mais en même temps, ça veut dire qu'on ne peut pas installer 5 personnes sur l'exploitation, donc il fallait retrouver un repreneur individuel ou un couple. Donc ça, c'était faisable. La rentabilité de l'exploitation le permettait. Donc vous avez posé les chiffres en fait lors de la dernière rencontre là, il y a 5 ans ou lors de la formation transmission peut-être? Oui, un peu, pas de manière extrêmement précise, mais suffisamment pour voir que grosso modo le BE pouvait envisager une transmission dans des conditions normales. Après c'est l'aspect humain qui était plus compliqué puisque ça nous imposait avec notre logement à 20 mètres de la chèvrerie, ça nous imposait de partir. Donc c'est ce cheminement-là dans notre tête qui a été, où c'était vraiment utile de se voir il y a 5 ans. Quoi. Et quand vous dites ce cheminement, c'est-à-dire que sur le moment ça bouscule et ça se fait au fil du temps naturellement ou il y a besoin de d'autres rencontres avec d'autres personnes pour essayer justement d'avancer là-dedans? Oui, je crois que ça se fait un peu naturellement. Où, nous, on se dit, dans notre tête, on se dit, oui, quand on regarde les choses objectivement, il a raison. Mais c'est pas sûr qu'on le fasse quand même. Au niveau de l'affect, c'est autre chose. Oui, voilà. Et puis après, on fait la formation pendant 5 jours là, avec la chambre. On voit d'autres gens qui l'ont fait et qui sont toujours bien dans leur peau. Oui, ou qui se posent les mêmes questions que nous. Donc c'est aussi le fait de pouvoir en parler qui fait avancer, quoi. D'accord. Et puis on a fini la traite le matin, on se retrouve au petit-déj, j'ai dit alors voilà, c'est un peu du quotidien et ça met longtemps avant de se dire oui, c'est comme ça que ça se fera, effectivement, il faut qu'on trouve des successeurs et qu'on envisage sérieusement de leur laisser l'ensemble du site et nous d'aller voir ailleurs. D'accord. Donc en fait, cette décision, elle est essentielle avant de se mettre à chercher un candidat potentiel ou des candidats potentiels ou ça se fait aussi au fur et à mesure où on rencontre des gens, enfin en tout cas pour votre cas, parce que c'est... c'était intéressant le témoignage d'Anaël. D'Anaël. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis après on négocie et on construit. Donc vous, en l'occurrence, ce que vous vouliez, c'était transmettre? Oui, c'était la priorité absolue. C'était, on savait qu'on voulait transmettre et à partir du moment où on avait fait le pas de dire, pour transmettre, il faut qu'on accepte de partir et qu'on était prêt dans notre tête. À partir de là, on pouvait effectivement faire la démarche, s'inscrire au répertoire. Mais si c'est pour rencontrer des gens, leur dire, voilà, il y a une exploitation à reprendre, mais que finalement, au moment où il faudra faire le pas, on ne serait pas prêt, ça ne sert à rien. C'est ce que disait Eric, quoi. C'est quand même aussi, pour notre cas, puisqu'on n'est pas sur une transmission familiale, c'est une rencontre, c'est quand même en partie une co-construction du projet des repreneurs, puisqu'ils construisent à partir de la situation actuelle et de notre passé.
Donc il faut être prêt à tout ça, ouais. Donc une réflexion préalable et puis après une recherche de candidats. Donc la recherche de candidats, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? Et comment vous avez su que c'était eux? Alors bon, après la formation donc, organisée par la Chambre d'agriculture sur la transmission, on a fait toutes les démarches pour être inscrite au registre à l'installation. Oui. Donc estimation de tous les biens, les bâtiments, cheptels, fonciers aussi, ce qu'il y avait en foncier, pour pouvoir donc être sur le répertoire. Et après, donc là, il a fallu quand même 6 mois, 6 mois avant d'être sur le répertoire, le temps que tout ça se fasse. Après les 6 mois, on a commencé à avoir des visites, je dirais 4-5 mois après. D'accord. Et on a trouvé notre repreneur finalement au bout d'1 an. Voilà, donc il a fallu quand même du temps. Et plusieurs rencontres. On a eu plusieurs rencontres assez proches. On a rencontré Romain à peu près dans les mêmes temps. Et puis en fait, Romain, oui, on l'a rencontré en fait au cours d'une réunion organisée par la Chambre d'agriculture, un speed dating entre cédants et repreneurs. D'accord. Enfin, en tout cas, repreneur potentiel. Et on a rencontré Romain qui est venu expliquer son projet avec son épouse c'était une reconversion totale de leur part. Et leur souhait, c'était d'avoir un petit troupeau de poitevine avec transformation fromagère. Donc en fait, nous, on a expliqué notre contexte, le contexte de l'exploitation. Et ça, en fait, ça ne correspondait pas du tout. Voilà. Mais oui. En même temps, on avait passé un très bon moment à partager nos expériences et nos souhaits. Humainement, il y avait quelque chose, quoi, voilà, dans le contact. En tout cas, le feeling était déjà très bien passé. Et bon, à la fin de la rencontre, on s'est dit, bon, voilà, ça ne correspond pas. Ouais. Mais bon, comme c'est des gens qui ne connaissaient très peu les chèvres, on leur a dit, bon, en même temps, si vous avez envie de passer nous voir comment on fonctionne, on peut passer du temps pour discuter, il n'y a pas de souci. Au contraire. Et puis Romain faisait son BPREA Amel à ce moment-là. Et plusieurs mois se sont passés. Et finalement, au mois quasiment à la fin de sa formation, il nous appelle en nous disant, bon, mon projet a sans doute évolué, est-ce qu'on peut passer nous voir? Et en fait, il avait complètement viré ses cutis, je dirais. Il avait, réalisé qu'en fait, étant novice, c'était très compliqué de faire à la fois l'élevage des chèvres, de connaître tout ce qu'il faut faire sur les terres et de faire du fromage et de le vendre. Donc ils se sont dit, c'est peut-être plus raisonnable d'apprendre à faire du lait. Et puis, pourquoi pas évoluer ensuite. Derrière, voilà. Donc, comme nous, on faisait du lait, et puis, bon, notre système leur avait plu, malgré tout, même si ça ne correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient. Et ils sont passés. Et en fait, voilà, il y a eu un flash. Voilà, il y a une exploitation, il y a un projet, mais il y a surtout des hommes, quoi, en fait. Et probablement, la belle rencontre que vous avez fait, le feeling, a probablement aussi ouvert un certain nombre de perspectives. Oui, quoi, je pense que en arrivant sur la ferme, bon, ils ont eu un coup de cœur quand même. Et on pensait passer 1 heure, 2 heures, voilà, à papoter. Et puis en fait, à 5 heures du soir, il était encore là. Et on a tout passé en revue. Et bon, on a senti qu'il y a quelque chose qui se passait, quoi. D'accord. Même si c'était loin de leur projet initial. Voilà. D'accord. Et donc alors, il s'est passé combien de temps après et qu'est-ce qui se passe là? Donc je crois que vous cédez en fin d'année, c'est ça? Donc là, on arrête. C'est quoi le parcours là? Voilà, là on arrête au 31 décembre. Et entre la première visite et je sais pas, peut-être presque 6 mois, quoi. D'accord. En fait, hein. Ouais. Entre la visite où vraiment la première visite, c'est intéressant. Voilà, ils sont revenus plusieurs fois. Hein. D'accord. Bon, le temps de se décider, voilà, de voir ce qui était possible aussi au niveau du parrainage, parce que bon, forcément, ça les intéressait beaucoup de faire un parrainage. Et au niveau timing, ça correspondait très bien. D'accord. Romain devait reprendre son travail à la fin de l'été et bon, il pouvait démissionner en fin d'année pour démarrer un parrainage en février et faire 11 mois de parrainage. Voilà. D'accord. Donc là, il est toujours en parrainage sur l'exploitation. Voilà, donc il y est depuis le mois de février. Et puis Audrey, son épouse, a démarré aussi un BPREA, mais à distance. D'accord. Et elle a démarré un parrainage au mois d'août. Donc elle aura eu 5 mois de parrainage aussi. D'accord. Et donc en décembre, voilà. Vous quittez l'exploitation.
Alors, en décembre, on quitte l'exploitation. Voilà. On ne quitte pas notre maison pour l'instant. D'accord. On a un petit peu on a du rap pour... non, mais c'est un arrangement entre nous pour prendre du temps pour trouver une maison. Ça fait partie aussi des choses qui sont possibles quand le feeling est là, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, la chance fait qu'on a 2 maisons mitoyennes et qu'aujourd'hui, ils habitent à côté. D'accord. Donc, on est vraiment ensemble sur le site. Et depuis 11 mois, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses. Le quotidien. Au niveau technique, au niveau du travail au quotidien, mais pas que. D'accord. Voilà. Pas que. On essaye de les intégrer au maximum aussi dans l'environnement, dans le réseau. à tout point de vue. Voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, on travaille un peu en alternance pour qu'ils prennent aussi de l'assurance et de l'autonomie. Du coup, on est parti en vacances, là, pas mal. C'est pas mal, ça aussi. Voilà. Très bien. Très bien. On voit bien que l'anticipation est importante tant pour l'installation, même au travers de votre expérience. On voit bien que le temps est important pour l'installation parce que vous êtes dans un accompagnement qui, quand même, j'imagine, est rassurant pour vos successeurs. Je pense qu'on a fait le tour de cette table ronde. Je vous remercie, vraiment. Merci de vos témoignages. Ils sont toujours intéressants. Et puis, je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.